En 2009, je lance Assassin's Creed 2 et je découvre des villes gigantesques, des monuments vertigineux, une Italie presque irréelle. Avec les années, je développe une passion pour la Renaissance italienne, particulièrement la Renaissance toscane et encore plus particulièrement la Renaissance florentine, son cœur battant. Et aujourd'hui, après avoir moi-même arpenté ces rues, une question s'impose. Jusqu'où le jeu reflète-t-il la réalité? Entre pierre et pixels, bienvenue à Florence. La première scène jouable s'ouvre sur l'un des symboles les plus iconiques de Florence, le Ponte Vecchio, un pont chargé d'histoire, mais aussi un parfait exemple de cet équilibre étrange qu'Assassin's Creed 2 entretient entre fidélité et interprétation. À première vue, tout semble crédible, mais en y regardant de plus près, les détails racontent une autre histoire. Les boutiques, par exemple, aujourd'hui occupées par des joailliers, elles étaient autrefois dédiées au commerce alimentaire et surtout aux bouchers. Le jeu s'en approche sans aller jusqu'à montrer cette réalité plus brute, probablement pour des raisons d'ambiance. Puis il y a le corridor de Vasari, construit près d'un siècle plus tard, il apparaît pourtant déjà au-dessus du pont, un anachronisme assumé. Mais ce n'est pas une simple erreur, le corridor est transformé, adapté, presque réinventé. Privé de certains bâtiments clés comme la galerie des offices, il devient une version simplifiée, pensée pour rester reconnaissable sans être totalement fidèle. Et c'est là toute la logique du jeu, recréer une mémoire visuelle plutôt qu'une vérité historique. Même la couleur participe à cette vision. Florence y est plus sombre, plus grise, moins chaleureuse que dans la réalité. Un choix artistique qui ne concerne pas seulement le pont, mais l'ensemble du monde du jeu, comme pour montrer que la ville était vue à travers un souvenir, et c'est d'ailleurs le cas, ou une époque plus dure. Entre précision et liberté, le Ponte Vecchio d'Assassin's Creed 2 n'est pas tout à fait réel, mais il n'est pas non plus totalement fictif. Il est quelque part entre les deux, exactement là où le jeu veut nous emmener. Mais le Ponte Vecchio n'est qu'un point de départ, car au-dessus des toits de Florence, un autre monument domine tout le reste, impossible à ignorer, impossible à confondre, le Duomo. Visible de presque partout dans le jeu, comme dans la réalité, il devient rapidement un repère, un objectif, presque une obsession. Mais comme pour le pont, une question se pose. Cette silhouette emblématique est-elle fidèle à l'histoire ou réinventée pour servir la légende? Prenons de la hauteur et approchons-nous du cœur de Florence. Un monument s'impose, immense, incontournable, presque irréel, la cathédrale Santa Maria del Fiore. Dans Assassin's Creed 2, elle apparaît avec une façade inachevée, un détail qui semble anodin mais qui s'ancre en partie dans la réalité historique. Pendant des siècles, la façade est restée incomplète avant d'être finalement achevée au XIXe siècle. Et pourtant, le jeu brouille les pistes, car cette version inachevée emprunte aussi des éléments de la façade moderne. Un mélange subtil d'époque, presque invisible au premier regard, mais révélateur de l'approche du jeu. Recréer une image crédible plutôt qu'une vérité parfaite. Mais l'absence la plus frappante, elle, saute aux yeux, ou plutôt elle ne saute pas. Le baptistère de San Giovanni a tout simplement disparu. Un bâtiment pourtant essentiel, situé juste en face de la cathédrale dans la réalité. Ici, ce n'est pas un choix artistique, mais une contrainte technique. Le scénariste principal, Cory May, expliquera plus tard que sa complexité, notamment ses textures uniques, demandait trop de ressources pour être intégrées. Et cette contrainte se ressent ailleurs. L'intérieur de la cathédrale, par exemple, est largement simplifié. Moins de détails, moins de richesse, non pas par oubli, mais pour des raisons de lisibilité et de performance. A l'inverse, le campanile de Giotto impressionne par sa fidélité extérieure, presque une reproduction à l'identique. Mais dès qu'on passe à l'intérieur, tout change. Dans la réalité, plus de 400 marches mènent au sommet jusqu'aux cloches, une ascension physique vertigineuse. Dans le jeu, cette complexité disparaît au profit de la fluidité. Et c'est peut-être là que tout se résume. De l'extérieur, Florence est spectaculaire, presque authentique, mais dès qu'on franchit les murs, la réalité laisse place au jeu. Alors si l'on ne juge que l'apparence, la reconstitution frôle l'excellence. Mais comme souvent dans Assassin's Creed 2, la vérité se cache derrière les façades.
Mais Florence ne se résume pas à un seul monument, aussi imposant soit-il, car en s'éloignant du Duomo, en quittant son ombre écrasante, la ville révèle d'autres visages, plus discrets mais tout aussi essentiels. Des lieux ancrés dans le quotidien, dans la vie réelle des Florentins. Et parmi eux, une église se distingue, moins dominante mais tout aussi chargée d'histoire, Santa Maria Novella. Un autre regard sur Florence, plus calme, plus humain, mais toujours entre réalité et interprétation. Plus discrète mais tout aussi essentielle, la basilique Santa Maria Novella révèle une autre facette de Florence. Première grande église dominicaine de la ville, elle incarne un lieu de vie, de passage, presque de quotidien, loin de la démesure du Duomo. Dans Assassin's Creed 2, sa reconstitution frappe par sa justesse, les proportions, la façade, les volumes, tout semble à sa place. Même le campanile est présent, fidèle au réel, un détail qui renforce cette impression d'authenticité. Ici, pas de transformation majeure, ni d'anachronisme marquant, le jeu reste sobre, presque respectueux. Une fidélité qui, sans être parfaite, s'en approche largement. Avec ce palais, le ton change. Ici, Assassin's Creed 2 ne cherche plus seulement à recréer, il réinterprète. Le Palazzo Pitti, dès le premier regard, quelque chose diffère. La façade est là, reconnaissable, les fenêtres, les lignes générales, tout évoque un monument réel. Mais l'échelle, elle, raconte une autre histoire. Dans le jeu, le palais paraît presque contenu, réduit, moins écrasant. Alors que dans la réalité, le Palazzo Pitti s'impose, il domine l'espace, écrase la perspective, une masse de pierre qui marque immédiatement. Cette sensation de grandeur disparaît en partie dans le jeu. Et les libertés ne s'arrêtent pas là. Les jardins de Boboli, aujourd'hui indissociables du palais, sont absents. Un choix historiquement cohérent cette fois, puisqu'il n'existait pas encore à l'époque représenté. Mais ce respect ponctuel contraste avec d'autres modifications. Et c'est peut-être ici que l'intention d'Ubisoft devient la plus visible. Adapter l'histoire à l'expérience. Le Palazzo Pitti n'est pas seulement un monument, il devient un terrain de jeu. Alors oui, il reste identifiable, mais il perd une partie de son poids, de sa présence, de son impact, une version plus accessible, mais aussi plus éloignée. Et encore une fois, le temps se mélange. Comme pour le Duomo, la façade que l'on observe dans le jeu n'appartient pas totalement à son époque, elle s'inspire directement de celle du XIXe siècle, bien postérieure aux événements d'Assassin's Creed 2. Un anachronisme discret, presque invisible pour un œil non averti, mais qui témoigne d'un choix clair, privilégier une image familière reconnaissable plutôt qu'une stricte exactitude historique. En y regardant de plus près, d'autres détails apparaissent, les lignes notamment moins fines, moins acérées que dans la réalité, comme si le monument avait été largement adouci. Un compromis sans doute technique cette fois. Car derrière ces formes simplifiées se cache une contrainte bien réelle, celle des performances, des limites matérielles de l'époque. Alors le jeu ajuste, simplifie, interprète, sans jamais totalement trahir. Un équilibre fragile, encore une fois, entre précision et adaptation. Et puis, il y a ces lieux où le jeu ne cherche plus à dissimuler ses intentions. Des lieux pensés avant tout pour être vécus. Le Palazzo Vecchio. Un point central dans Assassin's Creed 2, un lieu de pouvoir mais surtout un terrain de jeu. Car ici, Ubisoft ne se contente pas d'adapter, il transforme. Dans la réalité, le bâtiment est massif, imposant, mais aussi fermé, presque austère. Une forteresse plus qu'un terrain d'exploration. Dans le jeu, tout change. Les murs s'ouvrent au mouvement, les façades se couvrent de prises, chaque recoin semble pensé pour être escaladé. Le palais devient vertical, fluide, accessible. Comme s'il avait été redessiné pour une seule chose, le parcours. Et c'est là que la différence est la plus frappante. Ce que l'on voit n'est pas une copie, ni même une reconstitution fidèle, c'est une interprétation, une version optimisée pour le mouvement, pour le joueur. Le Palazzo Vecchio n'est plus seulement un symbole politique, il devient une mécanique de jeu.
Au fil de cette exploration, une chose devient évidente. Florence, dans Assassin's Creed 2, n'est pas une reproduction parfaite et elle n'a jamais cherché à l'être. Entre façade anachronique, monuments absents, échelle modifiée, le jeu prend des libertés, parfois discrètes, parfois évidentes, mais jamais gratuites. Car derrière chaque différence, il y a une intention, rendre la ville vivante, lisible et surtout jouable. Le Ponte Vecchio devient un souvenir réinterprété. Le Duomo mélange des époques pour rester reconnaissable. Santa Maria Novella reste fidèle, presque intacte. Le Palazzo Pitti perd en grandeur pour gagner en accessibilité et le Palazzo Vecchio se transforme en terrain de parcours. Alors non, ce n'est pas la Florence des historiens, mais ce n'est pas non plus une simple fiction. C'est une Florence ressentie, une Florence reconstruite à travers le regard du joueur. Et peut-être que c'est là la vraie réussite du jeu. Nous donner l'impression d'y avoir été, avant même d'y mettre les pieds, entre réalité et mémoire, Assassin's Creed 2 ne recrée pas Florence, il nous l'a fait vivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. J'ai aussi un Patreon qui est disponible dans la description. Il est totalement gratuit où il y a des newsletters concernant l'art, l'architecture et plein d'autres surprises. Alors n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit comme je l'ai dit. Merci de liker, vous abonner et à plus!